Mmh. Mmh. Waouh, j'ai eu la notif. J'ai fait un clap pour le visio, enfin pour Yes. l'enregistrement, ça a capté. Salut à tous, bienvenue sur le podcast Live Talk et plus précisément dans l'émission Street Science, épisode 4. Et aujourd'hui, on va vous expliquer pourquoi est-ce que le mental conditionne votre blessure avec une invitée de renom, Inori, préparatrice mentale. Je te laisse te présenter un petit peu et puis voilà, puis après on va enchaîner un petit peu sur le podcast. Superbe. Bah, écoute, bonjour tout le monde. Merci, Jabir de me recevoir sur ce podcast. Pour me présenter, moi c'est Inori, j'ai 27 ans, j'habite aux Pays-Bas, mais je suis française, parisienne d'origine et je travaille chez Live Trainer, enfin chez Live Trainer, en collaboration avec Live Trainer, en tant que préparatrice mentale pour, les athlètes en street lifting. Je suis généralement préparatrice mentale pour tout type d'athlètes, mais je me suis spécialisée dans les athlètes de force récemment également. Et sinon, je suis bien sûr moi-même athlète en street lifting, plus 70 et voilà, c'est la petite intro. Voilà, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas déjà donc Inori, donc comme vous l'avez sûrement entendu, elle fait partie du staff Live Trainer. À rappeler rapidement ce que c'est, donc Live Trainer, entreprise de coaching spécialisée dans le street lifting. On a récemment refait tout notre staff, donc on a maintenant 3 coachs. Et donc Ahmad qui était censé être là aujourd'hui mais qui n'a pas pu s'y libérer malheureusement, donc on lui passe le bonjour. Marco Maxime, Ahmad, Mathieu le nutritionniste. Donc normalement, vous regardez ça après l'épisode dernier qu'on a tourné avec Mathieu, qui est nutritionniste, qui travaille aussi avec des athlètes. Inori, notre préparatrice mentale, et moi-même, kinésithérapeute. Et donc, le podcast était ton mental conditionne ta blessure. Pourquoi? Et j'ai envie de te poser cette première question d'ouverture. Quand tu as un athlète qui se blesse, qu'est-ce qui se joue réellement dans sa tête? Quels sont les impacts psychologiques que toi tu observes le plus? Comment est-ce que tu regardes et tu constates tout ça? Alors, fouf, il y a beaucoup à dire sur le sujet, je dois dire. Hem, Qu'est-ce qui se passe chez l'athlète? Bah, déjà, il y a la réaction première de l'athlète, vis-à-vis du fait de se blesser. Je pense qu'il y a beaucoup d'émotions qui peuvent, jouer à ce niveau-là. La frustration, la colère, la tristesse que tu veux, enfin voilà. Donc il y a une grosse réaction à ce niveau-là. Il y a une prise de conscience d'être, blessé. Avec le temps aussi, il y aura, le comment dire? S'engager dans ce processus de rééducation, donc prendre des mesures pour aller mieux il y aura aussi beaucoup un aspect, motivationnel qui va jouer, à ce niveau-là pour, tout le processus de rééducation jusqu'à la remise en forme pour son sport. Je pense que suivant aussi l'implication individuelle des athlètes dans leur, sport, il y aura un gros aspect identitaire aussi, notamment, je veux dire si tu es vraiment impliqué dans ta pratique sportive, forcément ne plus pouvoir faire ton sport, il y aura un certain manque, heu mental dans le sens où, déjà le sport ça peut être une source de, relâche de stress, cet aspect-là, relâcher son stress mental si tu t'entraînes après ta journée boulot en gros. Mmh. Mais il y aura aussi, cette identité, d'athlète, surtout si par exemple tu fais aussi de la compétition. Il y a aussi, cet aspect-là, il y aura beaucoup de d'aspects mentaux qui joueront pour sûr dans ce processus. OK. Et tu as parlé d'identité, ça c'est hyper important. Du coup, j'imagine que tu as différents types de profils, Mmh mh. qui sont présents lorsque tu as des athlètes qui se blessent. Tu as pu expliquer justement que, il y avait quand même cette sensation un peu négative, voilà, de rage, un peu déception. Donc tu as parlé d'identité. Est-ce que toi, tu remarques déjà, est-ce que tu as des profils types, tu vois, un peu, que tu remarques en tout cas, dans les athlètes de force, plus pour les street lifters? Et est-ce que tu aurais des profils qui seraient plus vulnérables que d'autres mentalement par rapport à l'aspect de blessure? Alors oui, en général, il y a plusieurs profils. Je dois dire que j'ai pas encore vraiment travaillé dans le domaine spécifiquement du street lifting vis-à-vis de la blessure, donc je pourrais pas parler dans ce contexte spécifique, mais bon, en général, déjà, si des athlètes ont tendance à être, il y a des profils qui ont tendance à être plus stressés ou plus anxieux de base, c'est un peu un trait de personnalité chez certaines personnes.
ça a déjà tendance à être corrélé à plus d'instances de blessures, chez les athlètes. Il y a aussi l'aspect social parce que c'est toujours une question de plusieurs, facteurs. Donc il y a les facteurs personnels, sociologiques, environnementaux. Donc dans l'aspect social pardon, chez les athlètes qui ont tendance à avoir un peu moins de soutien social, il y a aussi un plus gros risque pardon de se blesser. Donc parce que ça joue énormément aussi, dans le psychique de l'athlète en gros. Après, chez les profils, il y aura toujours, différents types de réactions. Donc dans ce cas-là, différents types de profils. Il y aura des gens qui seront très pragmatiques et très calmes vis-à-vis de le fait de s'être blessé, qui prendront les choses beaucoup plus, rationnellement, disons. Et donc ça joue également sur la rééducation en elle-même. Il y aura des personnes qui auront plus de mal à gérer la blessure parce que c'est une première fois ou parce que suivant aussi le type de la blessure bien sûr et les prospections de récupération, pardon. Il y aura donc voilà, il y a plusieurs, facteurs qui jouent à ce niveau-là et il y en a pas un meilleur que l'autre, hein. Je compare pas du tout. Je dis juste qu'on a tous nos prédispositions, Mmh. bien sûr, voilà, ça joue énormément. Donc oui, il y a plusieurs profils. Je sais pas si j'ai très bien répondu à la question, mais Non, 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 on a bien compris qu'il y avait vraiment d'accord. plusieurs bases identitaires et des réactions et Mmh que mh. tout ça surtout prenait source, en tout cas de par comment la personne était déjà Oui. elle-même et dans son entourage, dans ses interactions. Mais du coup, moi je le remarque par exemple enfin avec mes patients ou même avec des athlètes, il y a des personnes qui vont changer d'attitude, tu vois ou pas? Mmh mh. C'est-à-dire qu'ils vont avoir des dans ton cas, comme tu parlais d'identité, ils vont avoir des identités qui vont être un petit peu en transition. Toi, comment est-ce que tu fais? Enfin, est-ce que déjà tu l'as remarqué, mais comment tu fais pour te positionner par rapport à ça? Est-ce que tu en as déjà vu des cas où, bah, par exemple, tu as quelqu'un qui est très pragmatique au début avec toi et puis, tu vois, jour après jour, descente, complète, est-ce que ça existe ce genre de profil, un petit peu, en transition? Est-ce que c'est plutôt un mélange? Même si on est d'accord qu'il y a jamais un profil clair qui est Mmh. super 100 pragmatique ou 100 triste. Comment tu vois tout ça? J'aurais tendance à dire que de toute façon, se blesser, donc ce processus de gestion d'une blessure, crée une transition chez la personne. C'est inévitable parce qu'on peut tout simplement pas être la même personne avant de s'être blessé et après parce qu'il y aura besoin de faire de certains changements au quotidien et aussi dans la gestion psychologique de la situation. Mmh mh. Après, le profil spécifique que tu m'as décrit, je saurais pas dire, Est-ce que mais ça je pense. existe? Est-ce qu'en littérature ou même toi dans ce que tu as appris, ce genre de profil-là, de transition, est-ce que ça existe? Est-ce que c'est commun? C'est étudié ce genre de choses-là? Alors attention, on parle pas de schizophrénie. Non, non, c'est encore autre chose. Les athlètes ne sont pas fous, mais c'est juste, voilà, est-ce que c'est décrit ce genre de choses-là, de changer un peu d'attitude, d'être au début, par exemple, peut-être pragmatique, comme je l'ai dit, et ensuite de complètement exploser ou au contraire d'exploser et puis de devenir pragmatique? Est-ce que Ouais, je pense qu'en fait, ça dépend déjà de si tu le temps que tu passes et le besoin que tu de temps que tu as besoin par étape de gestion de la blessure. Donc, si tu commences de manière très pragmatique et que, par exemple, ça avance pas assez vite, Mmh mh. peut-être qu'il y avait d'autres émotions derrière, potentiellement un peu de déni ou de comment dire? De avoidance, hem, D'indifférence? pardon? Indifférence peut-être? Ouais, d'indifférence ou enfin de mettre les choses de côté, en gros. OK. Hem, Peut-être que ce pragmatisme a fait que les émotions liées à la blessure n'étaient pas ressenties et que ça a poussé au contraire à une bonne motivation au départ pour la rééducation, mais que bon, si par exemple ça prend plus de temps comme je disais, tout d'un coup il y a beaucoup de la frustration, une perte de motivation, enfin ce genre de choses. Donc il peut complètement, y avoir des changements et des transitions à ce niveau-là. C'est quelque chose dont je parlais aussi d'ailleurs sur mes réseaux, n'hésitez pas à me suivre. Mais, c'est vraiment important de prendre le temps de déjà ressentir ces émotions suite à ce genre d'expériences qui peuvent être compliquées. Donc, c'est normal d'être frustré, c'est normal d'être en colère, c'est normal d'être déçu. Il faut prendre le temps de comprendre cet état en fait qu'on a, de ce qu'on ressent et pourquoi on le ressent. Et une fois qu'on aura pris ce temps-là, on pourra être d'autant plus,
comment dire? Pragmatique, mais proactif dans le processus de rééducation. Heu et donc du coup, c'est là qu'une transition vers une attitude plus positive pourra vraiment aider et aider l'athlète à se reconstruire, d'une manière d'autant plus forte. Excellent parce qu'on a, je sais pas si tu l'as fait exprès, mais en transition, parce que tu as dit un mot Même pas? extrêmement bon que j'aime énormément, c'est, l'attitude proactive. Mmh. On va le détailler un petit peu, mais tu vois, par exemple, moi de mon côté, j'ai suivi, quelques athlètes, qui vraiment vivent la blessure comme la perte en fait d'autonomie, tu vois? Mmh. Oui. Et c'est pour ça que j'étais, très intéressé par ce que tu as dit, par l'aspect proactif. Comment toi, concrètement, et après on y reviendra plus en détail au fur et à mesure de l'épisode, mais comment tu les aides à se reconstruire, autour de ça? Autour de quoi spécifiquement? Autour du fait qu'ils perdent de l'autonomie à cause de leurs blessures? Ouais, il y en a qui le vivent vraiment comme: «Ouais, c'est bon, je peux plus rien faire, je peux plus faire de traction, donc c'est bon, je suis devenu nu, je suis plus fort», je Mmh. voilà. Ils se reconnaissent plus, en fait, tout simplement. Oui, je comprends. Bah, cette perte d'autonomie dans un sens, elle se comprend totalement parce qu'on peut pas faire ce qu'on faisait avant, comme on le faisait avant. C'est aussi ça le «problème» entre guillemets d'une blessure. Mais on aura tout autant d'autonomie dans notre éducation. Ça, on ne l'a pas perdu en soi. Donc non, on peut pas faire les mêmes choses, mais on peut faire des choses quand même, juste différemment ou des choses différentes de ce qu'on faisait auparavant. Hem, donc ce qui est vraiment important au niveau mental et je pense que c'est quelque chose que toi aussi tu fais beaucoup avec les athlètes que tu suis, c'est les impliquer dans ce processus de rééducation comme étant en enfin, ils ont le contrôle sur leur rééducation. C'est la prochaine étape. C'est là qu'il faudra entre guillemets «performer». Pas dans les entraînements qu'ils faisaient auparavant, mais c'est pas grave, c'est Mmh. un nouveau cadre de entre guillemets «performance». Donc les aider en gros déjà à comprendre leurs blessures, c'est fondamental pour qu'ils aient une image concrète de ce qui se passe, de quel est dans quel état ils sont. Les éduquer sur la rééducation en elle-même, pour qu'ils aient les clés en main, et qu'ils comprennent ce qu'ils peuvent faire eux pour se rééduquer et progresser dans ce processus de guérison. Donc en gros, essayer de créer de l'autonomie chez l'athlète, mais de manière différente, et juste sous un autre angle et du coup, bah, les professionnels de santé, comme toi-même ont un très grand rôle aussi à ce niveau-là. OK. D'ailleurs, en fait, c'est ce qu'on remarque aussi, c'est que dans toutes les récentes études scientifiques, on remarque que lorsqu'on structure la rééducation autour de l'autonomie et de la fonction, Mmh, donc la personne, voilà, on l'éduque déjà, on lui fait comprendre qu'elle est capable de réaliser des choses en elle-même. Eh ben, ils se sentent plus acteurs de leur éducation, de leur process de soins, vraiment comme, et moi j'aime bien ça parce que c'est ce que je fais avec mes athlètes, c'est que je leur fais prendre conscience qu'en fait, ils sont là pour agir. C'est eux, via eux-mêmes, qui vont aller cheminer vers la guérison. C'est pas parce que, bah, lui, c'est bon, j'ai pris Javier, ce physio, super, c'est lui qui va me OK, il va me guider, mais c'est moi qui vais devoir faire les séances, c'est moi qui vais devoir structurer certaines choses. Et ça, en fait, déjà scientifiquement, on remarque que ça permet de faire prendre la conscience à personne, donc qu'elle est vraiment, qu'elle est proactive. mmh, Et en fait, d'ailleurs, j'avais envie de dire, bon, c'est pas encore bien étudié en street lifting parce qu'on n'a pas encore assez de données, scientifiques. Je l'avais expliqué ça, je crois, sur l'épisode 1 ou 2, mais on a des questionnaires de retour au sport qui sont basés, en fait, sur l'état d'esprit. Comment on se sent? Comment on représente la blessure? Est-ce qu'il y a de l'appréhension? Et ça, c'est des scores qui sont décrits dans la littérature, qu'on peut avoir sur des questionnaires de retour au sport, entorse de cheville, foot, enfin bref, peu importe, il y a pas mal de choses. Et ça constitue des choses qui sont prouvées scientifiquement, qui sont utilisées par des professionnels, aussi bien par des sportifs amateurs que par des sportifs élites. Donc c'est vraiment extrêmement important ce qu'a dit Inori, de vraiment, voilà, de travailler en tout cas, quand vous allez voir quelqu'un qui va vous aider, que ce soit dans l'aspect mental, nutritionnel ou, au niveau de la blessure en kiné par exemple. Si j'estime en tout cas moi que la personne n'est pas capable de vous faire prendre conscience, de vous l'expliquer et de vous donner une autonomie et de vous guider par rapport à ça et surtout de vous resituer dans votre process et dans votre chemin, compliqué. Compliqué parce que, ben, on peut très vite enfin, entre guillemets «guérir» un problème mécaniquement
OK, tu avais mal à l'épaule, OK, là, je te fais faire tel exercice, ça va mieux. Mais si on règle pas derrière la conscience et cetera, c'est un peu compliqué. Donc hyper intéressant. Le début du podcast, on est déjà, très intéressant. Moi, je kiffe. On va J'apprends continuer des sur la choses, lancée. franchement, c'est trop bien, ouais. OK, bah, on va partir sur la prochaine question. On va changer Mmh. un petit peu d'axe. Hem, Là, on va parler un peu plus du rôle, qu'on a nous en termes de professionnels de santé, au-delà de l'aspect vraiment physique. Toi, et ça rebondit un peu sur ce qu'on a dit précédemment. Qu'est-ce que tu penses en fait, qu'un athlète, il attend un peu inconsciemment d'un professionnel comme nous? Quand on va se présenter à lui ou quand lui va se présenter à nous pour, bah, solliciter, notre aide? Bah, je pense que ça rejoint même un peu ce que je disais auparavant, donc je pense que l'athlète recherche un type d'accompagnement du professionnel de santé, déjà en termes de soutien dans la rééducation, mais aussi de conseils. Et nous, en tant que professionnels, bah, ce qu'on peut faire, c'est déjà essayer de comprendre au mieux l'athlète. L'aspect d'avoir de l'empathie pour ce qu'il ressent, c'est fondamental. De comprendre les conséquences de cette blessure enfin, quelles conséquences elle a pour eux, en gros. Quel impact dans leur vie, quel, rôle ça aura au quotidien. Et ensuite de voir avec eux, bah, les possibilités en gros de guérison et de quelles étapes, prendre pour y arriver. Pour avancer quoi, tout simplement. Et en fait, j'ai même envie de poser une seconde question, c'est pourquoi est-ce que Ouais. du coup l'éducation, c'est une forme d'intervention mentale, selon toi? Bah, du coup, ouais, ça rejoint ce qu'on disait auparavant. L'éducation, c'est ce qui permettra à l'athlète d'avoir, comme je disais, les clés en main, enfin d'avoir ce sentiment de compétence vis-à-vis de sa blessure, de savoir comment gérer, en fait, tout ça et d'en apprendre sur eux-mêmes aussi, par la même occasion. Parce que je pense que les blessures, ça t'apprend énormément, sur toi en tant qu'athlète, mentalement, comment tu gères ce genre de situation et quel type de changement il faut faire pour mieux gérer, au final, sa rééducation. OK. Donc ouais, à ce niveau-là. Hyper intéressant parce que d'ailleurs, au final, enfin là, avec cette question-là, pourquoi l'éducation est une forme d'intervention mentale? Peut-être que certaines personnes vont dire: «OK, on parle trop pour rien» entre guillemets, mais en fait, c'est dommage, je pense, d'avoir ce type de réflexion-là aujourd'hui. C'est qu'on n'accorde pas assez d'importance à ce genre de phase-là où en fait, on doit parler avec la personne, on doit prendre le temps. Oui. On va être beaucoup plus dans la prestation, c'est-à-dire: «OK, moi je vais voir Inori pour la préparation mentale. Vas-y, il faut qu'elle me donne, quelle technique là? OK, je Mmh. compte, je sais pas moi, de 1 à 30 et je respire par le nez, c'est bon, ça va me faire PR +10». Non, c'est pas ça qui est intéressant. Mmh. C'est dommage parce que du coup, on se concentre beaucoup sur les moyens plutôt que sur le derrière, Mmh. sur ce qu'il y a dans le fond, pardon. Et alors que justement, si on prend le temps, de savoir et de se recentrer, nous, dans notre process, en fait, ça nous permet de savoir où on va, dans quelle direction on est, nous, on va en tant qu'athlète. Et je peux vous garantir que ça va vous faire avancer et vous faire avoir une vision long terme qui est juste incroyable, en fait. Et il y a certains athlètes justement qui se trouvent à ça et en fait ils se retrouvent bloqués sur ce chemin-là, que ce soit par la blessure ou par, à un moment donné, une prise de conscience. Et je pense que vraiment, avoir quelqu'un en face de toi qui comprend tout simplement, qui te dit: «OK, toi, tu es là dans ton étape, il y a ça, il y a ça, il y a ça, on va essayer de rassembler tout, de prendre le temps pour mieux avancer». Je pense que dans certains cas, ça peut vraiment débloquer des choses et des parcours, des fois, qui sont vraiment hyper intéressants. Je pense que c'est quelque chose dont on parle peut-être beaucoup, dont tout le monde a conscience, mais pas réellement dans les faits. C'est dommage. Non, c'est clair. Je Ouais. pense que, justement, en fait, l'athlète a besoin d'être écouté suite à ce type d'expérience. Il y a vraiment besoin de laisser la place pour, qu'ils s'expriment, pour, voilà, ouais, qu'ils expriment leur frustration, tout ce Mmh. genre de Mmh choses. mh. Je pense que nous, en tant qu'athlètes et en tant que professionnels de santé, justement, on pourra d'autant mieux les comprendre parce que peut-être que l'athlète, autour de lui ou d'elle, n'ont pas des personnes qui comprennent réellement le type d'expérience qu'ils ont en ce moment. Vis-à-vis de la blessure, les implications que ça a pour eux. Donc, savoir les accompagner de cette manière, donc leur donner cet espace déjà pour s'exprimer, les comprendre en tant qu'individuels, c'est primordial pour faire une intervention qui sera utile et optimale pour eux, au final. Mmh Parce mh. que c'est ce que tu disais, juste, prescrire, bah, fais tel exercice, bah, peut-être que la personne elle aura pas le temps, peut-être qu'au final c'était pas ce dont elle avait besoin, peut-être que Mmh. elle sait pas comment aborder la chose. Enfin, il faut vraiment avoir une certaine relation quand même avec, ses patients, ses clients, ce que tu veux,
comme tu veux les appeler. Hem, c'est cette relation de confiance et de compréhension, individuelle, c'est vraiment, primordial pour la récupération et pour l'adhérence de l'athlète aussi dans la rééducation, au final. Clair, c'est clair. Mais moi, j'ai envie de me faire aussi un peu l'avocat du diable. C'est que je pense qu'il y a beaucoup d'athlètes qui se sont aussi, qui ont eu comme première expérience de professionnels de santé, bah, des gens qui comprenaient pas ce qu'ils font. Ouais, Et ça, j'ai beaucoup de d'athlètes comme ça qui me disent: «En fait, je vais voir le médecin, déjà, il connaît pas mon sport». Bon, c'est un sport jeune. Ils connaissent pas mon sport et les premières choses qu'on va venir me dire, les tractions avec du poids, des dips avec ça va tout de suite effrayer, ouais. le médecin parce que, beh, il connaît pas ou toute autre profession médicale, attention, hein. Je tape pas que sur les médecins. Mais généralement, c'est ce qu'on va voir quand on va pas bien et très souvent, ils ont la réponse: «Ouais, bah, du coup, faut arrêter, non, c'est trop lourd ce que vous faites, c'est dangereux, vous condamnez votre corps» et cetera. Alors que du coup, on a plein de ressources scientifiques aujourd'hui qui montrent qu'il faut faire de la force, c'est essentiel, pour le corps humain et ça progresse comme ça. Il y a plein de tissus qui réagissent à la force. Donc c'est dommage, mais c'est vrai que pour eux, je pense que c'est pas évident aussi. Et c'est là où ça doit être encore plus important aussi et je pense que ça doit être la prise de conscience, s'il y a des athlètes qui nous écoutent aujourd'hui, de se dire: «OK, bah, là, en fait, peut-être que je vais faire attention à ce que le professionnel de santé, il va me dire pour savoir si justement il essaie de me comprendre et c'est quelqu'un de qualité sur quelqu'un je peux compter». Mmh, Pas forcément nous 2 parce qu'il y a plein de kinés, il y a plein de mmh, préparateurs mentaux, mais d'avoir peut-être cette, de faire attention à ça, ça pourra, je pense, vous aiguiller vraiment sur, la qualité de prise en charge qu'il va y avoir après derrière. Donc absolument. donc bon, faites attention. Si vous Mmh. avez quelqu'un qui est tout de suite dans le condamnable, arrêtez tout, vous pouvez fuir en Ou qui vitesse. prend pas le temps de vous écouter au final, qui prend pas le Ouais, temps de vous poser les questions, comprendre. mais ça existe encore beaucoup malheureusement et bon, Mmh. j'espère que les mentalités vont changer. Bon, on va passer peut-être aux choses que tu mets concrètement en place. OK. Du coup, quand tu vois un athlète blessé, admettons, je me suis blessé, OK, c'est quoi les infos que tu cherches absolument à avoir, ou que tu cherches à comprendre, déjà? Déjà le profil de l'athlète, enfin moi en général dans mes, séances de coaching, déjà je demande de quoi tu as envie de parler, enfin voilà, c'est la première question, savoir un peu, pourquoi l'athlète est venu. Dans un cas de blessure, c'est vraiment important pour moi d'avoir une idée déjà de la personne que j'ai en face de moi. Comment elle réagit face au stress, émotionnellement, heu encore une fois, ce qu'on disait donc, l'aspect de la blessure, comment c'est arrivé, quel impact ça a et cetera. Le type de, soutien social qu'elle peut recevoir, durant toute la période de rééducation, si, la personne a un partenaire, une partenaire, la famille, les amis, ce genre de choses, les collègues. Oui, l'impact aussi sur le travail au final parce que ça peut aussi être, important pour la personne. Donc tout ça, bien sûr comprendre aussi le type de blessure que la personne a. Donc moi, personnellement, dans mon approche, j'aime beaucoup contacter les autres professionnels de santé avec lesquels, la personne travaille. Donc s'ils ont un coach, je contacte aussi le coach. S'ils voient un kiné, je contacte également le kiné, pour être, sûre de vraiment comprendre la globalité, de, la situation dans laquelle se trouve l'athlète. Donc voilà, donc en fait, je vais essayer de chercher à avoir le maximum d'informations déjà de base pour mieux, moi, savoir comment orienter le coaching, tout en étant, à l'écoute de la personne qui est en face de moi. Voilà. Et est-ce que tu as des outils d'évaluation? Comment toi tu évalues concrètement leur compréhension, sur comment est-ce qu'ils le vivent? Est-ce que tu as un truc que tu répètes un peu systématiquement? Alors, je sais qu'on n'a pas des trucs tout faits, je pense que c'est pas ça l'objectif. Est-ce Mmh que tu as mh. quand même des choses que tu répètes souvent, pour évaluer, Je réfléchis. J'aime bien savoir si je vois, que la personne est quand même très, prône à avoir du stress ou de l'anxiété, j'ai un petit formulaire que je pourrais faire remplir, pour comprendre un petit peu, quelle est leur perception du stress et enfin des situations dans lesquelles ils se trouvent. Parce que si une personne voit, une chose comme une menace au lieu d'un challenge, ça change directement la donne. Donc avoir un petit peu ces notions-là de voilà, de comment la personne réagit, c'est toujours intéressant. Je dois avouer que j'ai pas traité non plus masse de personnes en termes de blessures, donc c'est pas là où j'ai le plus d'expérience. mmh. Mais je pense qu'en général j'aime bien faire mes recherches aussi et un peu peaufiner mes méthodes, donc voilà, si je vois qu'il y a des choses qui reviennent beaucoup, bah, je vais aller chercher derrière,
tout ce qui est pratique scientifique et OK. voilà. Et ben, même, en fait, je trouve ça intéressant parce que, du coup, toi, tu as peut-être été plus dans la préparation, dans la performance. Ouais, Est-ce qu'il y a des choses que, du coup, tu utilises dans la préparation de la performance qui peuvent se mettre aussi dans, admettons, quelqu'un qui, se blesse et qui vient aussi te solliciter pour, cet aspect de, voilà, d'accompagnement, mental? carrément. Très bonne question. Alors, chaise qui grince. Non, carrément parce qu'en fait, c'est aussi ça que j'aime beaucoup avec la préparation mentale, c'est que les outils que que j'aide les athlètes à développer, c'est quelque chose qui s'applique dans tous les domaines de vie. C'est pour ça que je trouve ça hyper important et intéressant, psychologiquement parlant, c'est que les outils que vous allez préparer pour préparer une compétition, c'est quelque chose que vous pouvez très bien utiliser dans le cas, actuel d'une blessure, mais aussi au taf ou la gestion de conflits avec des amis, je sais pas, c'est vraiment ça s'applique dans tous les domaines. Donc concrètement, il y a plusieurs méthodes déjà. Si vous commencez à me connaître, l'imagerie mentale, c'est vraiment mon truc. Voilà. Je suis adepte et je trouve que c'est quelque chose qui aide à tellement de niveaux. Je pense que tu pourras même élaborer toi de ton côté en termes de kiné, mais l'imagerie dans, la récupération la rééducation des blessures, ça peut être utile à plusieurs niveaux. Déjà en termes de vitesse de récupération, ça peut vraiment beaucoup aider. J'ai pas les spécifiques, mais je pense que tu connais plus à ce niveau-là. En termes motivationnels, et c'est aussi lié au fait de se fixer des objectifs de, rétablissement. Bah, par exemple, je prends mon exemple parce que je suis aussi en rééducation actuellement et j'ai un objectif long terme, c'est, de faire la compétition en 2026. Actuellement, on est, novembre 2025. Donc c'est très long terme, je sais pas du tout quel type de performance je vais faire, mais me visualiser moi là sur le plateau en 2026, ça me motive de fou. Donc déjà ça. Hem, Ça peut aussi aider à ne pas complètement perdre, certains liens neuronaux, pardon, dans l'aspect moteur en fait de ton sport. Donc même si tu peux pas faire des tractions, te visualiser en train de faire des tractions, ça active heu, les mêmes neurones, pardon, Neuronal, que ouais. que Exactement. dans ouais, ces mêmes, voies neuronales que quand tu les fais. Donc aussi, il y a moins de perte de performance si tu fais de l'imagerie mentale. Voilà, donc c'est pour citer des exemples à ce niveau-là. Là, ce que je disais aussi en termes de fixer des objectifs, ça aide énormément en termes de motivation et d'évaluation de la progression de la rééducation. C'est donc avoir des objectifs court terme, ça peut être très motivant. Après, faut vraiment que ça soit réaliste. Donc, si, on te dit: «Bah, rééducation, ça durera à peu près 2 mois» et tu dis: «Ah, bah, je vais faire un PR à 50, kilogrammes en traction, dans 3 mois». Bon, là, Oui. là, faut pas pousser non plus, tu vois? Mais, donc être réaliste dans ses objectifs et s'en fixer, c'est vraiment important pour avoir un peu une ligne directive dans ce processus-là. Mais bien sûr, il y a des aléas, donc on peut tout à fait, modifier ça, au fil du temps et c'est pas non plus une mauvaise chose. Faut juste s'adapter. OK. Voilà, c'est les premières idées. C'est hyper intéressant parce que d'ailleurs, c'est marrant parce qu'on parlait, tu vois, d'outils d'évaluation Ouais. et tu m'as parlé d'une technique de traitement, en même temps de l'évaluation. C'est hyper intéressant parce qu'en fait, on fait à peu près la même chose aussi en kiné, c'est-à-dire que, tu vois, dans les, séances qu'on va avoir, même sur la première séance, Mmh mh. j'essaie tout de suite aussi également de rassurer les patients en leur disant: «Il y a quand même toujours une chose qu'on peut faire». Alors, via différentes techniques. Et là, ce qui est bien, c'est que du coup, toi, tu évalues, les personnes et tu essaies de voir comment elles visualisent les choses, mais tu vas aussi utiliser cet outil hyper puissant de visualisation comme un traitement via l'imagerie mentale, du coup, Mmh. pour que Absolument. derrière, elle puisse se sentir mieux et avoir des meilleurs effets sur la récupération. Ça, Mmh. c'est hyper intéressant, c'est quelque chose que je fais et du coup, bah, ouais, pour parler rapidement, moi alors nous, on n'a pas enfin, moi, je l'appelle l'imagerie motrice, du coup, ouais, je sais pas si ça s'appelle imagerie motrice ou plutôt Oui, si. imagerie mentale, mais effectivement, c'est un outil qui est extrêmement puissant, je trouve, Mmh. dans beaucoup de choses et qui marche dans pas mal de choses. Imaginez, comme l'a dit Inori, imaginer un mouvement, alors qu'on ne le fait pas, va venir avoir une activité. Il y aura une activité cérébrale et même musculaire qui permet en fait de bah, tout simplement de se mettre dans la condition qu'on va réaliser l'exercice. Donc j'imagine en train de faire des tractions, bah, possiblement au niveau de mon neurone, au niveau de mon cerveau,
ça s'active de la même façon, on a la même activité cérébrale. Je trouve ça vraiment incroyable et ça a des alors déjà, bah, là, parce qu'on est plus dans l'aspect blessure, c'est hyper intéressant, puisque ça permet voilà, comme tu l'as dit, de maintenir un peu, les choses, éveillées. Mais derrière, par exemple, si on ne peut pas faire ces tractions complètement, et qu'on est obligé, par exemple, de mettre un élastique, et admettons dans le process de blessure et qu'on veut aller récupérer ce pattern, ce schéma moteur qu'on a perdu parce que, bah, voilà, pour X ou Y blessure, ça peut être très intéressant de ne pas perdre cette activité neuronale. D'ailleurs, hyper intéressant également, je vous invite à réécouter, l'épisode 1 ou l'épisode 2, je ne sais plus, où je parlais du fait que le système nerveux, c'est l'une des structures qui s'adapte le plus rapidement à la blessure. Mmh. Et je vous invite encore à savoir, enfin à réécouter, la douleur quand on se fait mal, c'est un signal d'alerte, d'accord? Signal d'alarme qui est émis par le cerveau, donc c'est aussi une perception. Donc oui, effectivement, si vous êtes vraiment fait mal tissulairement, il faut laisser le temps aux structures de récupérer, et cetera. Néanmoins, on peut quand même faire des choses, mais pour aider à récupérer et à aider à avancer dans le process de blessure, il faut quand même qu'on ait moins mal. Logique. Mmh. Si on arrive à utiliser cet outil qui est l'imagerie mentale motrice pour, réactiver les choses et, entre guillemets «diminuer le niveau de douleur» et se calmer et cetera, tout ça, bah, en fait, c'est un super outil, de traitement. Alors c'est trop bien. Mmh. Donc ça, je pense que c'est hyper intéressant, les athlètes des fois vont peut-être se focaliser sur des choses, actifs. Hem, je préfère être caricatural dessus, mais ils vont plus, être sur du terre à terre, sur, OK, je vais utiliser un élastique, je vais utiliser un exercice de mobilité et vont pas forcément penser à la préparation mentale ou au fait, de se mettre en condition alors que c'est hyper important. Mmh. Que ça l'est plus chez les athlètes qui sont à haut niveau, où il y en a qui vont vraiment se conditionner, mais chez d'autres personnes, à part vraiment s'énerver ou se mettre en condition, il y a pas encore cette conception de on a des outils qu'on peut mettre en place Mmh. qui vont, nous aider dans notre process d'avancer dans le chemin de l'athlète, mais aussi dans la blessure, Mmh. mais aussi dans la performance. Donc, OK, hyper intéressant et du coup, bah, j'enchaîne sur la suite. Heu, Vas-y. comment tu structures, du coup, l'accompagnement mental, toi? Et je m'enferme pas forcément dans le domaine de blessure, mais si demain tu as quelqu'un que tu vois, OK? Mmh mh. Dans les 2 exemples, quelqu'un qui vient, OK, j'ai envie de perdre, je vais faire ma première compétition en 2027. Hem, comment tu structures tout ça? Ou, ouais, je viens de me blesser, bon, je sais pas trop ce qui se passe, bon, je suis déjà suivi, mais je me sens pas bien. Est-ce qu'il y a une différence dans la planification et dans l'élaboration de ton plan vis-à-vis d'une personne qui s'est blessée et une autre qui cherche à performer? Ah, c'est une très bonne question. Je pense qu'il y a beaucoup de similitudes au final dans le processus en lui-même. Heu, Bah, ça rejoint donc ouais, ce que je disais de, établir un peu le profil de l'athlète, de comprendre, donc dans quelle situation ils sont et cetera, de manière très globale. OK. Hem, mais après l'approche en elle bah, le truc c'est qu'il y a un contexte où l'athlète, cherche à pousser sa performance et l'autre où cherche à regagner sa performance. Donc en soi, c'est pas complètement différent, mais il y aura peut-être une approche un petit peu plus, comment dire? Il y aura plus de compassion peut-être pour l'athlète, blessé, donc pas pousser trop la performance non plus. Alors qu'en prépa mentale, peut-être qu'il y aura plus un peu plus, ouais, un peu un petit peu plus ce contexte pardon de, pousser la performance et de l'optimiser au max. Mais donc dans la structuration en elle-même, j'aurais tendance à donc, dresser un profil de l'athlète et j'aime vraiment faire un plan d'intervention, qui est, spécifique, donc à ce profil. Je fais beaucoup de recherches en général aussi à côté des séances de coaching, donc c'est vraiment quelque chose, un processus, où je prends le temps de réfléchir et d'établir des choses et aussi de développer différentes approches parce que tout ne fonctionne pas de la même manière, donc voilà, faut tester aussi les choses. Hem et puis, bah, peaufiner aussi, au fil du temps. Donc il y a la planification, je pense que c'est un très bon début aussi de, mettre en place des objectifs concrets, pour, la phase de coaching. Des objectifs, court terme, long terme, selon, ce dont on a besoin en gros. Et basé sur ça, bah, on peut, commencer à implémenter différentes, pratiques mentales, qui sont,
en accord avec les besoins de l'athlète. Voilà et puis, bah, modification et à la fin, bien sûr, de chaque, trajectoire de coaching, il y a une phase d'évaluation. Donc essayer de comprendre, bah, comment on a progressé, vis-à-vis de l'objectif, s'il y a eu besoin de faire des modifications, pourquoi et comment, bah, continuer par la suite parce que la suite est tout aussi important. Faut pas s'arrêter Et à l'objectif en lui-même donc voilà, en petit résumé. hyper clair. Je pense qu'on a compris et il y a un truc sur lequel je voulais rebondir avant ma prochaine question, c'est le fait, tu as dit des objectifs concrets, que ce soit court et long terme. Moi, j'ai une référence scientifique, c'est Brinkman en 2019 qui montre que, le fait ils appellent ça le goal setting, donc le Oui. fait de vraiment, mettre des objectifs, pas forcément des gros objectifs tout de suite, mais des petits objectifs à court terme ou des objectifs qui sont à la hauteur, à la perception de la personne, montre que, ça améliore l'auto-efficacité après une blessure sportive, Ah oui, ouais. et que du coup, ça montre aussi, ça augmente en fait l'adhérence au programme que tu Ouais. vas avoir. Donc déjà, tu vas mieux te sentir, tu vas mieux faire tes exercices et en plus de ça, tu vas te sentir entre guillemets «mieux» dans tous les aspects. Donc ça, c'est hyper puissant, toujours dans un contexte, j'imagine, de performance, puisque tu vas encore mieux adhérer à ta prog. Mmh Tu mh. vas mieux adhérer au concept de t'entraîner, de performer, de te préparer et dans la blessure, du coup, de se fixer des petits objectifs, de dire: «OK, bah, là, avec Inori, on a vu ça. Du coup, bah, peut-être que je vais un peu, mieux faire les exercices de Jabir. Peut-être qu'ils sont Mmh. un peu moins relous. Peut-être qu'en fait, finalement, c'est hyper intéressant». Je trouve que ça, c'est trop bien parce que du coup, là, il y a la référence scientifique, mais Mmh. concrètement, on peut aussi le mettre en place. Et d'ailleurs, du coup, je voulais rebondir sur ça. Tu as parlé de petites, techniques, je crois, mentales. Est-ce que tu as des choses que tu utilises souvent, donc par rapport, toi, à ton expérience? Je sais que tu m'as dit, du coup, en termes de blessures, avoir quelqu'un qui s'est blessé, tu en as pas accompagné des masses, mais, est-ce que tu as des outils que tu as utilisés, du coup, toi, dans la préparation mentale? Mmh mh. Hem, c'est lesquels que tu utilises plus souvent et qui pourraient être utiles aussi en blessure, à part l'imagerie motrice qu'on Oh a fait? non! Je voulais Ah mais Parce je que voulais en parler. tu en as des petites là comme ça qui reviennent souvent et qui marchent bien chez les forceux, généralement. Ouais, ouais, absolument. J'ai travaillé avec une, fille qui se préparait pour une compétition de pole dance, OK. elle s'était blessée, dans sa préparation et quelque chose, qui aide vraiment, parce que, bah, la blessure, ça c'est lié quand même à pas mal de choses. Il y a pas mal de facteurs, à risque, dont un, le stress, qui est quand même assez présent, omniprésent dans nos vies et chez tout le monde à différents niveaux bien sûr, mais voilà, ça peut avoir un énorme impact aussi déjà sur l'incidence d'une blessure et sur la récupération par la suite. Donc des techniques liées à la gestion du stress et donc aussi à la relaxation, ça, c'est quand même, toujours utile, même au quotidien, même si on n'est pas blessé. Bah, déjà la respiration abdominale, c'est un truc clé. Je pense qu'on a tendance à l'oublier, mais justement quand on est stressé, on est plutôt dans notre tête et on n'est plus dans notre corps. Donc c'est aussi comme ça qu'on se blesse au final parce qu'on est distrait, parce qu'on voilà, on perd de vue un petit peu, ce qu'on fait et en entraînement, c'est assez dangereux au final. Si tu as une grosse barre de squat sur le dos et que tu oublies ce que tu es en train de squatter, c'est pas fou. Hem, donc déjà ça, et je disais, j'ai perdu le fil, pardon. Tu parlais d'une athlète que tu avais accompagnée qui faisait aussi de la pole, Ouais, hein? donc oui, technique de relaxation parce que le stress aussi est lié à une tension musculaire plus prononcée. Donc ça OK. lie aussi, ça crée des blessures aussi. Bref, donc tout ça et ça aide pas non plus à la rééducation, donc avoir de la relaxation, c'est vraiment important. Donc respiration abdominale, il y a aussi une méthode de relaxation progressive musculaire, qui consiste à on peut le faire, allongé, et de conscientiser plusieurs parties de nos corps. On peut commencer par notre bras droit, pardon et faire une, contraction musculaire, qu'on tient pendant plusieurs secondes, par exemple 5 secondes, puis qu'on relâche et donc on essaie vraiment de prendre conscience de cette tension musculaire et aussi de la relaxation musculaire qui s'ensuit et on fait ça avec plusieurs groupes musculaires tout partout dans le corps. Ce qui peut créer une relaxation, bah, globale, à la fin de l'exercice.
Ça, c'est quelque chose qu'elle aimait beaucoup faire, justement, avant ses entraînements pour être sûre d'avoir un peu plus de relaxation musculaire avant de reprendre. Voilà, c'est des c'est Et déjà ça, une dans la perf, par exemple, en tant que tel, ça pourrait marcher aussi? dans la quoi, pardon? Dans la performance, admettons, genre avant de faire, mes dips, est-ce que Ouais. ça pourrait avoir son intérêt ou pas? Ou À est-ce que voir. justement là, le fait qu'on soit trop dans la relaxation, ça peut porter préjudice? Ou au contraire Justement, c'est là qu'il faut doser, je pense, parce qu'être trop relâché, c'est pas non plus toujours bon, surtout en sport de force. mmh mh. Heu, si on sent qu'on est vraiment par exemple, on arrive du boulot, on va s'entraîner, bon, on va prendre 5 minutes, 5-10 minutes pour, tu vois, rebaisser OK, un peu le stress et se relâcher un petit peu et encore une fois, ça peut prendre différentes, enfin, ça peut se faire différemment donc il y a cette méthode-là où ça peut être beaucoup plus de, mindfulness. Je vais y arriver. OK, Heu, j'ai pas le terme français, mais voilà, donc juste faire un truc de relâchement général et de respiration, enfin, écouter de la musique, relaxante, voilà, il y a plein de manières différentes. Mais ça peut vraiment faire une différence de juste prendre le temps de relâcher un petit peu la pression avant d'entamer son entraînement. OK, OK. Ouais. Super intéressant et tu as parlé de respiration abdominale, ça c'est Mmh. quoi? C'est parce que du coup on a tendance à plus respirer en thoracique, c'est quelque chose que tu as remarqué? C'est quoi? En quoi ça influe, sur le stress, sur, les émotions négatives, Bah, je pense qu'on a tous eu cette occasion, enfin, si on est stressé, je sais pas, par exemple, on a une présentation et on n'aime pas faire des présentations devant quelqu'un, je sais pas, hein, on a le souffle court, et en fait, c'est qu'on respire, bah, en haut de la cage thoracique et on ne fait pas du tout de respiration abdominale. OK. Donc en prendre conscience et se donner, bah, pareil, genre, c'est juste 5 minutes. C'est quelque chose qu'on avait fait aussi avec Ludivine pour sa préparation pour, les championnats mondiaux là. Comme c'est, un événement assez stressant, c'est toujours sympa de des fois justement avoir cette occasion de respirer, inspirer, sur 5 secondes, retenir son souffle pendant 5 secondes et expirer pendant 5 secondes. C'est tout bête et de mettre les mains, sur le ventre, essayer de gonfler son ventre sous tes mains et vraiment se concentrer sur ça. On répète, quelques fois et puis, bah, voilà, ça aide déjà à réguler un petit peu. Ouais. Et c'est vrai que c'est hyper important parce que, Ouais. en plus de ça, dans certains au squat, quand on a besoin du bracing, en soi, on a Mmh. besoin d'une bonne respiration abdominale. Et Si oui. ultra stressé, et qu'on est crispé forcément au niveau du haut du corps, tout autour de la cage thoracique, comme il y a quand même plus de volume musculaire à cet endroit-là, on va avoir moins tendance à utiliser, du coup, la respiration abdominale. Donc ça Mmh. peut aussi porter préjudice en termes de perf. Donc ouais, hyper intéressant tout ça. Yes, Toujours là? ouais, toujours là. Ce Désolée. que je disais, ouais, je parlais de la respiration abdominale, donc c'est que c'était hyper intéressant, justement le fait de pouvoir travailler ça, heu, puisque, bah, ça pouvait nous porter préjudice, sur, le mouvement comme le squat, on a besoin du bracing forcément, donc forcément besoin un peu plus de respiration abdominale. Donc ouais, super. Donc ça, c'est des techniques que tu utilises toi souvent et qui marchent bien, quoi. Ouais, absolument. Bah, je pense que c'est des techniques de base, pour toute situation, donc en cas de blessure, mais enfin, ouais, en préparation pour la compétition, ça aide pas mal. Et tu as parlé du stress Ouais. et j'ai envie de partir là-dessus, puis après on conclura. Hem, la gestion du stress, pourquoi ces techniques-là, elles peuvent aider l'athlète, dans sa rééducation, mais dans son parcours plus général en blessure? Et en quoi ça peut l'aider à avoir un retour, au sport, plus rapide? Bah, déjà parce que la gestion du stress, ça a été corrélé avec une récupération, physique plus rapide, tout simplement. Donc le stress, encore une fois, faut pas sous-estimer son impact. C'est voilà, heu, dans ce sens-là, c'est carrément, c'est un effet physique au final, sur la récupération. Est-ce que tu peux me rappeler la deuxième partie de ta question? Ce que je disais, c'est en quoi ça peut aider ces techniques de gérer le stress à son parcours de blessure,
mais aussi au retour au sport. Généralement, tu vas avoir des athlètes, par exemple, qui se blessent, OK? Et qui il y en a, bah, du coup, qui ont une blessure un peu plus grave que d'autres Mmh. et qui vont devoir arrêter un peu plus longtemps la pratique que d'autres et qui vont devoir même supprimer certains mouvements. Ça m'arrive dans de rares cas, mais ça m'arrive. En quoi, par exemple, le fait OK, je vais apprendre à gérer mon stress, je vais faire les techniques d'Inori, ça va accélérer son retour au sport. Ah oui, donc OK. Hem, je sais pas si j'ai plus à dire, en fait. Genre, c'est la gestion de son stress, donc ça va aider l'athlète à récupérer physiquement plus rapidement. Enfin, ça peut vraiment le soutenir à ce niveau-là. Bah si, enfin, je pense que souvent, on est prêt enfin, même si on est prêt physiquement à reprendre le sport, on n'est pas nécessairement prêt psychologiquement. C'est pas nécessairement la même chose. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut avoir la green light, tu vois? Genre ton doc, il te dit: «OK, c'est bon, vous êtes prêt physiquement, c'est nickel». Mais il y a beaucoup d'athlètes qui ont peur de se refaire mal, heu, qui, heu, qui ont peur de pas performer aussi bien qu'avant, et tout ça peut encore une fois être, pas mal lié au stress, en fait. Donc c'est aussi d'autant plus important d'avoir un accompagnement, de son professionnel de santé, de prépa mentale, ce que tu veux, hem, même après avoir récupéré physiquement, concrètement pour être sûr que l'athlète, bah, se remet vraiment bien dans son sport jusqu'à un certain niveau, en fait, où, voilà, la blessure est vraiment complètement «partie» entre guillemets et le niveau de performance, de, au préalable enfin avant la blessure, revient, voilà, OK. actuellement. Bah, c'est hyper important. Je vais rajouter un peu de littérature scientifique. Vas-y, oui. C'est que, elle a très bien expliqué Inori, c'est ce fait d'avoir peur de se refaire mal. Ça, c'est bien décrit dans la littérature et tout à l'heure, on avait fait un léger aparté où je vous parlais du fait qu'il y a des questionnaires, il y a des scores, il y a des choses qui se font, qui permettent d'évaluer du coup, on va dire l'appréhension que la personne a par rapport à son retour au sport. Mmh. Donc il y a des scores, hein, c'est vraiment prouvé scientifiquement et c'est des critères sur lesquels on se base pour savoir si l'athlète est OK pour reprendre ou pas. Parce que comme tu l'as dit, physiquement, ça peut le faire, mais psychologiquement, ça ne le fait pas. Maintenant, allez, admettons, je me mets dans l'exemple de quelqu'un qui me dit: «Ouais, mais vas-y, on s'en fout là de tes questionnaires, c'est moi je sais que je peux faire mes tractions, je sais que je peux tirer, 80 kilogrammes, je vais le faire». Le problème, c'est que du coup, le stress et l'anxiété, ça augmente la perception de la douleur. Mmh. Là, on va être dans la somatisation Oui, oui. et ça a été montré en 2024 par Liu et No, et qui montre que justement les interventions basées, autour de la mindfulness, par exemple, que tu as accepté ou enfin que tu as, pardon, parlé ou l'acceptation, pardon, de la blessure, ça réduit l'anxiété, ça améliore l'humeur, Mmh. ça favorise l'engagement dans les comportements aussi des rééducation. Donc si je fais ça, du coup, je réduis mon stress et mon anxiété, je peux réduire ma peur par rapport à la blessure, Mmh. limite aussi réduire ma perception de douleur et donc en fait, être plus performant. Mmh. OK? Et ça, c'est des choses qui arrivent vraiment, hein, je vous le dis, pour le coup, pour en avoir accompagné, c'est des gens qui ont repris, qui se sentaient d'avoir repris, mais psychologiquement, c'était pas encore OK là-dessus et en fait, ils ont toujours ce phénomène douloureux qui traîne, qui traîne, qui traîne et qui savent pas pourquoi. Mmh. Pourtant, ils sont partis voir je ne sais combien de professionnels de santé, mais aucun n'a fait attention à se mettre, là-dessus, c'est-à-dire à travailler, ça. Et en plus de ça, donc, une autre source que j'ai, là, j'en ai 2, donc c'est, Christacou et Lavallee en 2009 qui parle du fait que combiner le travail respiratoire, la relaxation, l'exposition graduée aussi aux gestes, donc toi tu parlais effectivement de l'imagerie motrice, ça va diminuer l'hypervigilance aux sensations et Oui. ça va permettre de reconstruire la confiance dans le mouvement, ce qui est central dans le fait, de limiter la peur pour se reblesser. Donc ça, je veux que vraiment que les personnes qui nous écoutent le comprennent, c'est que ce qu'on vient de dire, c'est vraiment le fait de des fois juste d'apprendre à gérer son stress et via les techniques aussi, ça a été démontré que scientifiquement, on joue sur toutes ces choses-là par effet un petit peu de pyramide. Je gère sur mon stress, je diminue l'hypervigilance, je diminue la perception de la douleur, j'ai moins peur, donc j'ai moins mal et donc je me sens mieux. Mmh. Donc ça, c'est, hyper intéressant. Ouais. Il y a Heu beaucoup d'interactions au final, hein. Au final, on fait quasiment un peu, en fait, on s'aide mutuellement, Ouais. et on fait des choses qui se recoupent les uns les autres et qui aident. Mais encore faut-il en prendre conscience et agir là-dessus.
absolument. Ouais, la prise de Heu, conscience, cette partie-là, c'est souvent ce qui manque aussi, ouais, sur mmh, l'aspect mmh mh. mental. Et bah, du coup, maintenant, dernière question, qui a un peu rien à voir avec ce qu'on vient de dire, mais qui va résumer un peu le tout. On est d'accord, on est en street lifting, c'est un sport qui est jeune, qui se développe bien, mais il y a très peu de staff médical. Comment est-ce que nous, en tant que professionnels de santé, on peut créer un cadre rassurant pour les athlètes, sachant qu'ils partent du fait que, bah, déjà, c'est un sport jeune, donc tout n'est pas encore bien développé, Mmh mh. surtout au niveau médical où je vais avoir 80 de chances, et je rigole pas, de me faire, rebuter par le médecin qui va me dire que je fais un sport de fou furieux et qu'il faut arrêter, que c'est pas bien, que voilà. Mmh. Comment est-ce qu'on fait? Bah, je pense que, heu, à mon échelle, par exemple, en tant que professionnelle, en préparation mentale, coaching mental, une de mes premières missions, c'est déjà d'éduquer au max, les gens et de les aider à prendre conscience déjà de, bah, tous ces aspects mentaux, en fait, qui jouent dans leur sport. Donc dans un sens, créer ce cadre rassurant, c'est essayer d'éduquer et de conscientiser, ce qui se passe et de bah, même si je peux pas accompagner tous les athlètes nécessairement, déjà leur donner quelques notions et quelques outils en main pour que, heu, bah, qu'ils puissent les appliquer dans leur sport, dans leur pratique sportive et évoluer un peu, comme ils peuvent. Hem, je pense qu'on a en soi, ouais, une mission aussi de avec les athlètes qu'on accompagne, de vraiment les soutenir, bah, encore une fois, les éduquer, mais enfin, les soutenir, aider à se développer du mieux qu'on peut, enfin, du mieux qu'ils peuvent, mais avec notre accompagnement, c'est ça que je veux dire. Donc c'est vrai qu'il y en a bah, on n'est pas nombreux dans le monde du street lifting, mais comme ça, voilà, on est là et justement en créant ce genre de contenu, bah, on essaie aussi de les aider à notre échelle, quoi. Mmh. Et d'ailleurs, je vais pas forcément rebondir sur l'éducation parce que je pense que les gens ont compris, mais Ils en ont marre, désolée. je pense que notre rôle aussi, c'est justement de se montrer et d'en parler, de continuer à en parler, de faire ce qu'on fait là. C'est-à-dire, bah, de toute façon, c'était tout le cœur de Street Science aussi, c'était de montrer qu'en fait, il y a une science derrière le street lifting Ouais, carrément. et qu'il y a des choses, en fait, qui jouent énormément dont on ne prend pas compte et qui expliquent aujourd'hui pourquoi il y a des gens qui arrêtent très vite le street, qui se blessent très vite en street, qui ont des parcours catastrophiques, en termes de blessures en street. Et qui sont expliqués par ça. Et le but aussi, c'est de mettre la lumière sur ça, mettre la lumière sur des personnes qui incarnent ça. Et je pense qu'il faut qu'on continue à publier du contenu. C'est ce qu'on essaie de faire sur Instagram. C'est ce qu'on essaie de faire via ce podcast-là. Moi, je sais par exemple, la Inori, elle fait des choses hyper sympas. Tous les vendredis, elle fait des Q&A, donc des questions-réponses. Euh, En fait, on ne peut pas faire mieux que ça. Si vous avez un problème, enfin, elle vous pose littéralement, allez, Demandez-nous. the question, voilà quoi. Ouais, Allez-y, posez-lui la question. En plus de ça, c'est totalement gratuit, c'est à la portée de tous, c'est sur Instagram. Je pense qu'on peut pas faire mieux que ça, mais après voilà, je pense que notre rôle aussi, c'est de continuer à se souder aussi, les uns les autres et aussi, je pense, de s'aider, de pas se voir forcément comme des concurrents ou des personnes qui sont là pour vendre des prestations. Je pense qu'il faut aussi se dire: «OK, maintenant, nous, on a un rôle où on est des professionnels et on représente un peu la santé, le staff médical. Venez, on essaie de créer un truc ensemble, on essaie de rediriger et puis de tout simplement de créer une espèce de mouvance. Je pense que c'est ce qui manque aussi derrière mmh. et je pense que ça va arriver. Il faut juste Ouais, que c'est tout en le monde construction. sache communiquer avec les autres et qu'on ne tombe pas dans le prisme de: «OK, bah, j'ai mal, donc c'est lui, puisque lui m'a dit que c'était lui et puis c'est tout». Non, non, c'est, OK, on essaie de travailler dans un écosystème, c'est ça que je Exactement. cherchais et bon, pas pour faire la pub forcément, mais dans Lift Trainer, pardon, c'est ce qu'on essaie de faire. Même avec les athlètes qui font partie de la team, mais qui ont pas forcément pris un accompagnant, par exemple avec Inori, avec Mathieu ou avec moi-même, bah, des fois on est là pour, parler, pour discuter quand ils ont des choses et on essaie d'apporter chacun notre petite pierre à l'édifice et oui, ils sont un petit peu tout. Je prends par exemple l'exemple et je terminerai là-dessus de Ludivine qui a été accompagnée pour les championnats du monde. Ouais. Elle a bénéficié d'un truc à 360°. Mmh. Et je vous le dis, il y a pas eu forcément besoin qu'elle prenne une prestation, à chaque fois pour chacun d'entre nous. Mais voilà, comme, on a essayé, on a mis tout notre cœur à
à l'aider dans ce process un peu comme on pouvait, ben, forcément, ça a fait que ça a marché, puisqu'elle a eu la médaille. Heu, donc voilà, je pense que c'est ça qu'on doit tous essayer de faire à Mmh. notre échelle, continuer à en parler et pas se voir, je pense, comme des concurrents, quoi. Non, absolument. On est là pour faire, grandir le sport. C'est notre mission, Exactement quoi. Donc et le professionnaliser un jour, ouais. vraiment, pour de vrai. OK, bah, écoute Inori, merci beaucoup de ton passage sur, Street Science. Merci J'espère de que m'avoir, reçue. où est-ce qu'on peut te retrouver pour justement discuter un peu avec toi si on a des questions par rapport à tout ça? Bah, écoutez, n'hésitez pas à me contacter, je suis très active sur Instagram. Mon compte, c'est Nininigoana, désolée. Niniguana. Donc je fais pas mal de contenu, sur, bah, sur la prépa mentale en général ou même sur le la psychologie du sport parce que c'est ma formation de base. Je fais aussi donc ce que tu as dit, des Q&A tous les vendredis, j'ai des thèmes pour chaque semaine donc j'invite vraiment les gens à partager leur opinion, leurs expériences, à poser des questions sur le sujet, je réponds en story, derrière, ou même, en privé si jamais vous avez des questions et tout. N'hésitez vraiment pas à me contacter parce que, bah, c'est un métier passion quoi donc je serais très heureuse d'échanger avec vous. Voilà. Voilà, bah, allez suivre Inori et nous, on se retrouve du coup pour un prochain épisode. J'espère que vous avez aimé, cet épisode. N'hésitez pas à commenter, où que vous soyez. Donc ça va sortir sur YouTube, mais ça sera aussi sur les plateformes, Spotify, Apple Podcasts, Deezer. Donc n'hésitez pas à 5 étoiles ou un pouce en l'air sur YouTube pour nous dire si vous avez vraiment apprécié cet épisode et surtout nous dire est-ce qu'il y a des sujets potentiellement que vous voudriez qu'on traite en spécifique? Mmh. Parce que nous, on s'adapte par rapport à vous et je pense qu'il n'y a rien de mieux que de se dire: «OK, j'ai posé une question ou j'ai demandé ça, hop, c'est Carrément. traité», en plus par des professionnels. Donc je pense que c'est encore plus valorisant derrière, donc n'hésitez pas et puis Mmh. vous pouvez nous suivre, hein, donc les différents réseaux. Donc on a Inori avec Nininiguana sur Instagram, Yves Trainer et puis il y a aussi moi, donc Street Physio sur Instagram. Vous retrouverez aussi, tout ça de toute façon en allant dessus, dans la description. Je vous souhaite à tous une bonne journée, soirée en fonction du moment où vous écoutez ça et on se dit à bientôt. Tchuss. Tschüss.